Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Waouh! Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Sir Makosso sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour avec un homme qui est aujourd'hui au cœur de multiples polémiques par rapport à son engagement non seulement pour un pays, mais aussi pour une région, une ethnie. On le retrouve quasiment dans tous les combats pour la démocratie au Congo et dégager la dictature de Denis Sassou Nguesso, pour la reconnaissance du génocide du Poul, et entre-temps, le génocide des Laris, et entre-temps, il était aussi dans le combat en faveur du Nuit du Poul. Nous recevons donc, mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, Monsieur Kevin Diafouka, alias Diaf Lokweta. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sir Makosso. Diaf Lokweta, je vous appelle Diaf Lokweta, puisque les gens qui nous suivent vous connaissent par ce pseudo. Alors, on vous a vu ces derniers temps être aussi au cœur d'une polémique. Très souvent, on vous reproche en fait un peu ce mode de papillonnage. Vous êtes ici, vous êtes là, vous êtes quasiment dans toutes les causes sans pour autant emmener ces causes-là jusqu'à leur aboutissement. Aujourd'hui déjà, Diaf Lokweta, quel bilan faites-vous de tous les engagements auxquels vous avez pris part jusqu'à ce jour? Bon, le bilan, c'est l'expérience. Parce que j'ai toujours dit que, avant de faire de la politique, nous devrons apprendre à vivre ensemble. Nous menons ce combat pour la démocratie au Congo. Nous menons ce combat pour la justice au Congo. Nous ne menons pas ce combat contre nos compatriotes, mais nous menons ce combat contre un système. Et par habitude, j'ai toujours dit qu'avant de faire la politique, il va falloir qu'on apprenne à vivre ensemble. Donc, j'ai vécu plusieurs expériences, hein, et l'expérience m'a permis de connaître d'où on partait dans ce combat, quelles étaient nos erreurs, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on devrait faire. Voilà, qu'est-ce qu'on devrait faire, quelles étaient nos erreurs, dites-vous, si erreur il y avait, c'est quoi exactement à ce jour? L'erreur, c'est d'avoir accepté une main tendue, que j'appelle hypocrite, hein, des gens du pouvoir du Congo. Ils étaient venus ici, ils nous avaient parlé d'un dialogue. Ça date de quand? Ça date de 2014, je pense. Et c'est là où on est parti avec les Banongo. On s'est dit, bon, on fait la politique. Et quand on fait la politique, on ne doit pas créer des barrières. Quand on crée des barrières, eh c'est la guerre. Oui. Donc nous sommes allés, parce qu'on croyait qu'en face de nous, que c'était des responsables politiques. Nous sommes arrivés là-bas. C'était, je vous dis sincèrement, catastrophique. Et ça nous a permis de découvrir aussi qu'au Congo, nous n'avons pas eu en face de nous des hommes politiques, mais nous avons eu en face de nous des voyous, des malhonnêtes. Et nous avons compris pourquoi le pays n'avance pas. Et pourtant, vous vous êtes fait de très belles amitiés jusqu'à créer un parti, être, je dirais, dans une mouvance, celle du centre. Donc ça signifie que ce n'était pas aussi catastrophique pour vous, personnellement. Moi, j'ai toujours dit que ce qui ne va pas au Congo, c'est le système. Le système Nguesso, ce n'est pas seulement le PCT. Le système Nguesso, c'est aussi son opposition. Parce que quand on voit son opposition, ce sont les anciens ministres de Sassou. Et ces anciens ministres, on les a tous vus à l'œuvre. Voilà. Donc dans l'opposition, il y avait Parfait Kolela. Parfait Kolela, c'est une fabrication de Sassou. Il y avait Mounari. Mounari, fabrication de Souba d'abord, et après Sassou, elle était ministre du commerce de Sassou. Oui. Il y avait Okombi Salissa, fabrication de Sassou. Donc tous les opposants sont des fabrications de Sassou. C'est des gens qui ont eu à gérer l'État. Oui, mais ces gens-là, vous les avez fréquentés sur place, vous avez fréquenté... Non, mais j'explique pourquoi nous avons pris parti au centre. Oui. Donc, on s'est dit, dans l'opposition, c'est des gens qui ont eu à gérer l'État, c'est des gens du système. Que nous venons avec des idées novatrices. Et ces idées novatrices, nous pouvons les développer ni dans la majorité présidentielle, ni dans cette opposition que moi j'appelle préfabriquée. Oui. Il fallait trouver un espace politique. Qui est le centre. Nous avons trouvé le centre. Oui, sauf que dans ce centre, vous avez aussi des caciques qui ont été avec Denis Sassou Nguesso, comme Bokamba Yamouma. Bon,
Bokamba Yangouma, il est au centre, mais... Oui, bah, il a été avec Sassou dans le système, et je pense qu'il n'a pas moins de mérite ou plus de mérite que ceux que vous avez cités précédemment. Évidemment, mais c'était pas vraiment le centre avec Bokamba. Enfin, c'était un centre jeune. Parce que le centre que nous avons créé, on trouve les Elvis Okombi, les Evra Nongo. Oui. C'est des jeunes. Mais oui, mais sauf que autour d'eux, je pense que vous en êtes bien conscient, il y a des classiques, des gens qui ont été dans le système, Sassou 1, certains plus ou moins mis à l'écart qui sont revenus dans le cadre de Sassou 2 et qui aujourd'hui le servent normalement. Bokamba Yangouma, oui, il était dans le système Sassou, mais c'est lui qui a réussi à démolir aussi ces systèmes-là. Oui, il a démoli, sauf qu'il est revenu à la casserole, je dirais à la soupe. Ah, il n'avait jamais occupé une fonction. Ah, mais sauf qu'il est revenu à la soupe, puisque aujourd'hui, le centre duquel vous vous réclamez, vous savez très bien que c'est un centre qui est plus proche de Denis Sassou Nguesso que de Tati Madiala ou encore de Claudine Mounari. Pas un centre plus proche de Denis Sassou Nguesso, parce que le centre n'est pas dans la majorité présidentielle. Je ne vous parle pas de la majorité présidentielle, je vous parle de Denis Sassou Nguesso. L'homme avec lequel vous avez fait ce centre, Elvis Okombi Talisson, aujourd'hui ne se réclame pas de majorité présidentielle, mais se réclame d'un soutien indéfectible à Denis Sassou Nguesso. Après, le centre, c'est une diversité d'opinions. D'accord. Donc, moi, je ne refuse personne parce qu'il a de l'admiration pour Sassou. S'il avait fait la politique avec moi au centre, il a fait son choix. Sassou, en même temps, être avec vous, et après vous pouvez être pour Mounari, et en fait, on est au centre, mais chacun dans sa gueule. En fait. Le centre, c'est notre espace politique, là où on développe. C'est un espace politique commun. Oui, mais peu importe aujourd'hui. Avec une organisation commune, parce que ce centre, c'est pas seulement un conglomérat de partis, mais il y a aujourd'hui au Congo, ce centre représenté par Elvis Okombi Talisson, il y a l'UMP et les autres partis, notamment le MODEC, auquel vous avez... non, moi c'est l'RC. Voilà, RC, pardon, le MODEC, c'est votre ami Evra Nongo qui était au MODEC. Tout ça, ça a été fait quasiment au même moment. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Diaf Loketa, vous avez été au Congo, vous avez participé par rapport, je dirais, à la vie politique locale, à certaines manifestations, notamment ce dialogue qui s'est passé à Ouando. À Ouesso. À Ouesso, pardon. Oui. À quel titre vous aviez été? J'étais à Ouesso comme le président de l'ARC. Je suis président d'un parti politique, l'Alliance pour le renouveau du Congo. Reconnu? Qui était reconnu, mais dernièrement avec ce qui s'est passé... Donc vous ne faites pas partie des 40 ou des 47 partis officiels? On faisait partie des 47 partis officiels des partis qui étaient partis au dialogue de Ouesso. Donc après, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je suis revenu. Mais oui, j'ai participé au dialogue de Ouesso. C'était pour moi une très bonne expérience. Ça m'a permis de comprendre la classe politique congolaise et comment fonctionnent ces gens-là. Et ça a été une bonne expérience pour moi. Voilà, une très bonne expérience, vous le dites souvent, Diaf Loketa. Alors, quand on vous voit aujourd'hui, est-ce que vous comprenez que les gens ont du mal parfois à vous croire ou à comprendre votre parcours personnel et votre engagement politique? Au départ, et il faut le dire pour les gens peut-être qui vous découvrent aujourd'hui, que vous faites partie des pionniers, ce qu'on pourrait appeler, si vous permettez l'expression, des djihadistes du net contre le pouvoir de Sassou. C'est vous qu'on voyait d'abord monter au créneau, c'est vous qui entretenez, il y a quelque temps encore, la toile avec votre double, il faut le dire, Evra Nongo. On vous voit à Brazzaville, après, à un moment donné, vous revenez à Paris, vous vous faites tout petit, vous reprenez la parole, on vous voit dans toutes les causes, et ensuite disent, mais qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur, parce que en même temps, il veut tout faire, mais finalement, ça brouille son image et ça brouille son discours. Oui, mais c'est parce que les Congolais ont toujours mal interprété la politique. Pour eux, la politique, c'est on met des barrières, on ne discute pas, et c'est des attaques personnelles. Mais moi j'ai une autre conception de la politique. Même si aujourd'hui nous sommes incompris, dans ma conception de la politique, il y a le mot ouverture. J'ouvre la porte à tous nos compatriotes. J'ai toujours dit, je ne me bats pas contre des personnes. Oui. Donc je ne me bats pas contre des personnes. Je me bats pour qu'il y ait une justice au Congo. Je peux avoir des amis au sein même du pouvoir. Parce que la majorité des gens qui sont au pouvoir, on les connaît, on a tous été à l'école. Mais Thierry Mongala et tous les autres. Et Thierry Mongala, tout ce monde-là. Mais je ne veux pas me mettre des barrières avec eux parce que nous luttons contre leur pouvoir. Dans le système politique congolais, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Mais si on s'est créé des barrières, mais comment est-ce que nous allons discuter entre nous?
Les gens ne comprennent pas ça parce que les Congolais, pour eux, se disent je suis contre le pouvoir des Sassou et je ne dirai jamais bonjour à une personne qui travaille avec Sassou. Non. Pour être un bon politicien, il faut avoir cette grandeur d'esprit qui vous permet de surpasser les personnes pour penser nation. Et quand on pense nation, on ouvre ses portes à tous nos compatriotes. Même au diable congolais, on peut ouvrir ses portes. On peut discuter. Donc même au diable Sassou, vous pouvez lui ouvrir la porte. Mais si on ferme la porte comme lui, parce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, monsieur Denis Sassou Nguesso, a les clés de la maison Congo. Aujourd'hui, c'est... Et là, vous rejoignez donc... non, je vous dis... Non. Ah ben si. Non, je ne les rejoins pas les liens. Laisse-moi terminer. Allez-y. Denis Sassou Nguesso a les clés de la maison Congo. C'est lui. Lui, le président de la République du Congo. Il a les clés de la maison. Les enfants du Congo, les fils et les filles du Congo, qui sont dehors, c'est toi et moi de la diaspora. Nous manifestons notre mécontentement. Et nous n'avons pas tort de la façon dont le pays est dirigé. Parce qu'aujourd'hui, le pays est dans le trou. Et ça, nous l'avons prédit bien avant. Maintenant, quand vous fermez totalement la porte et vous empêchez vos enfants de rentrer dans votre maison, vous êtes le père. Mais qu'est-ce que les enfants vont faire pour vouloir rentrer dans la maison, pour s'abriter quand il y a la pluie dehors? Mais ils vont casser la porte. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, eux, ils font de la politique. Ils ferment des barrières. Et nous aussi, si nous fermons les barrières, qu'est-ce qu'on fait? On se bat. Nous avons connu 3 guerres civiles. Jusqu'à présent, nous n'avons pas tiré les conclusions de ces guerres civiles. C'est parce que nous nous sommes mis des barrières entre nous. Donc nous voulons faire la politique autrement. En faisant la politique autrement, c'est créer des ouvertures envers tous nos compatriotes. Voilà, on comprend très bien créer des ouvertures vers des compatriotes ou encore faire la politique autrement. Est-ce que cela signifie qu'on doit se renier chaque fois qu'on a un intérêt personnel à défendre dans telle ou telle cause? Par exemple, je vous ai eu sur mon plateau quand il s'agissait du concert de M. Roga. Sauf que bien avant que je vous vais sur mon plateau, vous aviez déjà fait des déclarations en disant ce concert-là n'aura pas lieu. Quelque temps après, vous changez d'avis en disant ce concert va avoir lieu parce qu'il faut laisser la culture. On va laisser cet aspect culturel, on va revenir sur cet aspect, je dirais, politique. On vous voit intervenir sur les réseaux sociaux en expliquant que ça soit un dictateur, il va partir. Sauf que quelque temps après, on vous voit à Brazzaville, en train, je voudrais, d'être notamment aux frais des gens du pouvoir, pour vous permettre de vous installer. Et à ce moment-là, vous vous installez, vous revenez à Paris, vous recrachez sur les gens du pouvoir. Allez-y. Je vais d'abord dire que je n'ai jamais été aux frais des gens du pouvoir. Donc tout ce qui s'est dit et les gens du pouvoir, Idever Moigny et consorts. Et Idever Moigny est venu nous chercher ici. Quand on est arrivé à Brazzaville 2 jours après, il est venu vous chercher, vous avez payé vos propres billets ou c'est lui qui vous a payé les billets? C'est lui qui nous a payé des billets. Allez, vous êtes arrivé à Brazzaville, est-ce que ce n'est pas lui qui vous a logé? Non. Quand on est arrivé à Brazzaville, on a été logé dans un hôtel. Qui a payé? Je ne sais pas. Même je ne sais pas. Enfin, non, je vous dis, je ne sais pas. Vous êtes un politique. Moi-même, je me suis posé la question. Vous êtes un politique. Je me suis posé la question. Vous êtes un politique, ça signifie celui que vous avez installé dans cet hôtel, c'est qui exactement? Qui vous avez installé dans cet hôtel? Vous ne pouvez pas débarquer à Brazzaville et aller directement rentrer dans un hôtel. Quand on est arrivé à Brazzaville, Idever nous a laissé dans un hôtel. Après, on n'a plus eu de ces nouvelles. Voilà, donc après, on n'a plus eu de ces nouvelles. Voilà, donc on ne savait même pas si nos hôtels. On n'est pas resté longtemps. On n'est pas resté longtemps. Ça signifie quand même, on va juste faire des choses autrement. Ça signifie quand même qu'à ce moment-là, si lui, il vient vous chercher à Paris, il vous paye un billet Paris. Mais on nous dit qu'il y a un dialogue. J'en conviens, j'en conviens que vous y allez parce qu'il y a un dialogue. J'en conviens. Sauf que cette démarche est orchestrée par un homme qui est Idever Moigny, qui vient à Paris, qui vous rencontre, vous dit voilà, il y a un dialogue au Congo, il faut que vous veniez avec nous. En homme politique ouvert, avec votre ami Evan Nango, vous prenez, je dirais, vos bagages, et vous dites qu'il faut aller sauver le Congo, c'est bien normal, et cela... Il faut aller discuter. Il faut aller discuter, cela va de soi, c'est bien normal, puisque déjà, depuis quelque temps, vous étiez très engagé. Arrivé à Brazzaville, vous descendez à Maïmaya, il faut bien loger quelque part. Donc, M. Idever Moigny vous amène dans un hôtel, vous installe. Et vous supposez que lui, en vous installant, lui n'a pas pris d'engagement à votre nom par rapport à cela? En tout cas, il nous avait dit qu'il y aurait un dialogue. Oui. Donc, on est parti, il nous a déposé à l'hôtel. D'accord. Et nous, on se disait, bon, on va attendre le dialogue. Hein. Vous êtes resté combien de temps à l'hôtel? On est resté 3 semaines. 3 semaines dans un hôtel et vous ne savez pas qui a payé?
Je te dis sincèrement. Non. Diaflo Keita, écoutez quand même. Moi je pense que les gens qui vous suivent vous prennent aujourd'hui quand même pour quelqu'un qui est sincère. Et très souvent vous avez toujours été... Non mais je vous dis sincèrement. Ça, je vous dis, vous n'avez pas même de bois, ça je vous le reconnais. Mais quand, si quand on est arrivé à l'hôtel, j'ai dit à Nongo que nous sommes dans un piège. Premièrement, on ne savait pas. On se disait peut-être qu'on va y rester et puis on venait nous voir qu'on n'a pas payé l'hôtel. Oui. Donc, je te dis sincèrement, je ne savais pas qui payait l'hôtel. D'accord. On est resté 3 semaines. Au bout de 3 semaines, c'était... On vous a demandé de sortir? Évidemment. Oui, mais parce qu'il y a bien quelqu'un qui donne un ordre, puisque pendant 3 semaines, cette personne qui paye, que vous ne connaissez pas, vous a quand même laissé là. Nous étions dans un guet-apens. 3 semaines après. On était dans un guet-apens. Voilà. Donc, pour moi, vous êtes tombé dans ce guet-apens, pieds et mains liés, et sauf que vous ne l'avez pas dénoncé quand vous étiez à Brazzaville. Vous êtes resté silencieux. Vous avez bien bénéficié de toutes ces faveurs. Non, on n'a pas bénéficié. On n'a pas bénéficié. Si vous êtes à l'hôtel pendant 3 semaines, non, mais si vous êtes à l'hôtel pendant que quelqu'un d'autre paye pendant 3 semaines, c'est que ce sont des faveurs qu'on vous fait bénéficier. Vous n'avez jamais renié en disant, monsieur, on a passé 1 semaine, donc il faut qu'on reparte ou qu'on ressorte parce que 1 semaine après, on ne sait pas qui paye, qu'on parte. Non, vous êtes resté quand même 3 semaines. Donc ça signifie quelque part que vous avez pu bénéficier. Au bout de la deuxième semaine, on se posait quand même des questions. Parce mais que sauf que vous avez quand même entamé une 3e semaine. On se posait des questions, et oui. puis au bout de la 3e semaine, on se disait que ça ne va pas le faire. Voilà, ça ne va pas le faire, sauf que c'est parce que la personne qui était chargée, je dirais, de vous accompagner, nous, on s'est dit que... ne payait plus. Mais non, après, nous, on s'est dit que... On nous dit qu'il y a un dialogue. Donc, oui. On s'est dit que c'est l'État qui s'occupait de ça, vu qu'il y avait un dialogue. D'accord. Et quand on a vu, au bout de 2 semaines, ça commençait un peu à prendre une trajectoire un peu compliquée. Donc on s'est préparé la 3e semaine à sortir. D'accord. Mais on vous a fait sortir. Vous n'êtes pas parti de vous-même en disant, bah, écoutez, on ne sait pas qui paye, on va partir. Mais on vous a demandé de partir parce que l'hôtel n'était plus soldé. Évidemment. Voilà. À ce moment-là, vous faites quoi concrètement? Est-ce que vous vous dites, voilà, on est pris dans un guet-apens, donc on va dire quand même, puisque nous sommes habitués à utiliser les réseaux sociaux, et vous y connaissez très très bien, Diaflo Keita, dans l'usage des réseaux sociaux, mais sauf que vous êtes resté silencieux jusqu'à ce que ces informations sortent par les tiers. Vous savez, j'ai vécu des humiliations plus graves que ça à Brazzaville. D'accord, donc vous reconnaissez que vous avez été humilié. Je suis, par rapport à mon caractère, quand je souffre, j'aime pas montrer que je suis en train de souffrir. Je le cache. Enfin, souvent vous réagissez quand même, chaque fois que vous avez quelque chose qui vous touche, vous prenez votre caméra, votre ordinateur, vous nous rappelez à l'ordre, Diaflo Keita. Mais oui, mais j'avais fait une vidéo avec Mbebisi, une émission avec Mbebisi où j'avais parlé de tout ça. Mais quand vous êtes revenu, c'est pas de Brazzaville. À Brazzaville, que veux-tu dire là? Non, mais je pose la question, que veux-tu dire? Mais c'est vous. Quand Brazzaville, nous avons reçu des menaces. Nous avons reçu des menaces. De la part de qui? De la part de Moani et des autres. Et celui qui vient vous chercher, qui vous amène, ah, et après il vous menace. Oui, des menaces, oui. Des menaces, oui. Pour quel motif? Je ne sais pas. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas. Moi, j'étais... quand on est arrivé à Brazzaville, moi, j'aime pas rester sans rien faire. Je suis quelqu'un de très hyperactif. Je me suis dit, bon, Evra, on ne fait rien, on va créer un parti politique. Et c'est là qu'on crée le MODEC. Avec nos assédiques, on est parti à la préfecture, nous avons payé 100 000 francs pour le MODEC. Et après, nous avons fait une bonne communication sur les réseaux sociaux. Ah ben nous vous suivions d'ici. On avait commencé à récupérer pas mal de jeunes. On a fait des t-shirts que j'ai distribués en ville et des prospectus pour expliquer le pourquoi du parti. Le parti était en train de décoller. Un très beau logo hein, pour les gens qui ont vu à l'époque. Le parti était en train de décoller. Et je me rappelle une fois, je faisais une réunion avec les jeunes. Moani, qui était sous, il va venir dire, écoute, tu dois quitter le parti, ces partis-là, parce que je vais en faire mon business. Ah, je lui ai dit non. Et je te dis sincèrement. Je te dis sincèrement. Vous avez fait le tour du Congo, hein. Vous étiez à Pointe-Noire, installé. Je te dis, il dit qu'il veut en faire son business. Moi, je lui dis qu'un parti politique n'est pas un business. J'ai eu des menaces. J'ai eu des voyous qui sont venus pour se battre avec moi. J'ai vécu ça au Congo. Après, je me suis dit, ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit. Je
je me suis retiré, j'ai eu à créer l'RC, parce que lui, il voulait faire du MODEC son business. Voilà, voyez-vous. Moi, j'ai vécu 20 ans en France. Et faire la politique, pour moi, c'est les idées. Mais quand je vis ces gens-là, vouloir venir, oh non, je veux faire c'est parti mon business, on va te tuer, ça m'a choqué quand même. Et derrière, je voyais sur les réseaux sociaux les gens écrire « Ah, Diaf a reçu l'Engiri, Diaf a reçu l'Engiri ». Mais en réalité, je n'avais jamais rien reçu. J'étais dans un véritable guet-apens. Ça a été très difficile. Oui. Et ça a entamé votre réputation. C'est à partir de là que certains gens qui vous respectaient et même qui vous adulaient, parce que je rappelle quand même que... il y avait l'engagement qui était là. Oui. Il y a l'amour du Congo, il y a l'engagement. Je me suis dit, bon, on a trop parlé, peut-être c'est le moment pour nous de passer nos idées au pays. Et quand on arrive sur place, on avait l'impression d'être dans une véritable mafia, d'être d'avoir en face de nous des délinquants, des voyous. Est-ce que cet engagement n'était pas aussi, je plus ou moins, inspiré par le gain facile? Parce que quand on arrive au Congo, on a l'impression, notamment quand les gens vous entretiennent comme ça, que c'est très facile de se faire du gain. Non, on n'était pas entretenu. Je te dis sincèrement, on n'était pas entretenu. Moi, après, j'ai habité à Bakongo. J'ai payé mon hôtel moi-même. Je n'ai jamais été entretenu par les gens du pouvoir. C'est ce que vous avez cru. Pensez-vous que si j'étais entretenu ou mon ami Nango était entretenu, pensez-vous que nous devions revenir en France, travailler, se réveiller à 5 heures ou 4 heures comme d'habitude? Vous savez que la France, c'est un pays où il faut travailler dur pour vivre. C'est un pays de survie. Pensez-vous que si on était entretenu, on revenait en France, retravailler? Je vous pose la question. Si on était entretenu, on continue à faire la politique au Congo. Oui. Donc, je pense que ça a été mal interprété. Nous sommes revenus en France. Nous avons vécu des pires difficultés. Moi, j'ai vu Evra en train de galérer. J'ai vu d'autres comme les Mondiono ne pas avoir le billet pour revenir. On était parti avec quelques anciens cobras. J'ai vu ces anciens cobras-là tirer le diable par la queue à Brazzaville. Je les ai vus se battre avec Moani parce qu'ils voulaient revenir en France. Et je me suis dit, ces gens-là n'ont pas de cœur. Ces gens-là n'ont pas de cœur. Et derrière, quand tu prends ton téléphone, tu regardes ta page Facebook, on dit que tu as reçu 50, 60 millions. Et tu te fais lyncher par tout le monde. Alors qu'en réalité, la réalité n'était pas celle-là. Nous avons vécu une réalité très difficile à Brazzaville. Voilà, une réalité très difficile, mesdames, messieurs. On va faire une pause, Diaf Loketa, et nous revenons dans quelques instants. Balobi Banapoto, chaîne Nabino, Ezakaka Moko, Ziana TV. Nana Zolalae, Nazotabola na se ya malili, Naluki na soye information, Naleki na bachene nyoso. J'ai quelques informations, j'étais obligé. Ziana TV. Nana Zopesa Botena Sirima Koso. Nana Zopesa Botena Doriska. Nana Pese Mote na Pushke. C'était Sexy Chocolat Show. Tous ensemble, Ziana TV. Retour sur le plateau, mesdames, messieurs, vous êtes donc sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Mon invité, c'est monsieur Kevin Diafoka, avec lequel nous essayons de parcourir non seulement, je dirais,
le trajet qui a été le sien entre Paris et Brazzaville, mais aussi l'actualité qui le concerne directement. Kevin Diafoka, vous êtes l'un des porte-parole, sinon le porte-parole de la fondation Larry. Alors c'est une fondation qui est apparue il y a quelque temps sur les réseaux sociaux. C'est vous aujourd'hui qui représentez, je dirais, dans les médias cette fondation. C'est quoi dire la fondation Larry? En fait, la fondation Larry, c'est une fondation qui permet d'assister à tous les enfants Larry qui sont victimes des atrocités politiques. Qui a fondé, c'est fondé par qui exactement cette fondation? C'est Madame Allon qui l'a fondée. D'accord. Oui. Une Congolo-Canadienne. Une Congolo-Canadienne, oui. Et aujourd'hui, alors, quand on dit la fondation Larry, dans assister les enfants Larry, c'est qui les Larry exactement? Qui est Larry, qui ne l'est pas, ou comment ça se passe? Comment on définit les Larry? Bah, les Larry, c'est une ethnie dans le pôle. Donc, voilà, on assiste à ces enfants-là, on les assiste, on les aide. On est dans le pool, mais pour bénéficier des services de la fondation, il faut être Larry. Donc ceux qui ne sont pas Larry dans le pool ne peuvent pas bénéficier des services de la fondation. C'est plus focalisé sur les Larry. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une fondation plus ou moins ethnicisante ou ethnique dans une région. Non, moi je trouve, moi je suis pour la promotion. Aujourd'hui, nous sommes souvent bloqués dans l'ethnicité. Moi je trouve, et j'encourage beaucoup d'autres ethnies du Congo à créer leur fondation, de créer des associations, des fondations. C'est pas le tribalisme. Le tribalisme, c'est pas ça. Le tribalisme, c'est ce que nous voyons par exemple dans le sphère de l'État au Congo. Ou quand vous arrivez dans le Kwilu, chez les villes, 80% des DG, 90% des DG sont des Mboshi. 90% de la sécurité des militaires, gendarmes ou policiers dans ces régions-là sont des villes. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le tribalisme. Mais que chaque région du Congo ou que chaque ethnie puisse promouvoir son ethnie, c'est bien. Moi, je suis content quand on va dans la Bouenza où on mange le Mbouata. C'est un terroir des Bembe, par exemple. Quand on mange les Bitongolo, c'est un terroir des Balari. Nous devons valoriser cela. Ça ne gêne pas les Congolais quand ils vont en Normandie, qu'ils mangent des camemberts normands. Ça doit promouvoir son ethnie, promouvoir sa région, n'est pas du tribalisme. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, une très bonne idée de promouvoir sa région, une très bonne idée de pouvoir accompagner les enfants d'une ethnie au Congo. Alors, vous savez quand même que la fondation Larry a été partenaire d'un colloque sur Paris concernant le génocide Larry. Et cela a troublé une partie de l'opinion, non seulement ici à Paris, mais là-bas à Brazzaville. Aujourd'hui, vous, Kevin Diafoka, comment est-ce que vous définirez ce génocide-là? C'est quoi exactement? Parce que jusqu'à maintenant, les Congolais ont du mal à s'entendre s'il y a eu, oui ou non, génocide Larry au Congo. Et aujourd'hui, cela est illustré par le livre de Dominique Monkou et un deuxième qui est sorti de M. Kimembe. Déjà, un génocide, c'est une extermination ethnique. Et il y a le livre, il y a des documents sur l'opération Mouebara, signés par Sassou Nguesso, qui parlaient justement d'une extermination ethnique. Il y a les 300 et quelques disparus du Butch. Et il y a les bombardements du pôle. Pendant le bombardement, on avait demandé au pouvoir de Brazzaville d'ouvrir les couloirs humanitaires. C'est la moindre des choses. Ils n'ont pas voulu ouvrir les couloirs humanitaires. Mais il y a des associations des droits de l'homme ou la communauté internationale. Ils ont envoyé des caméras espions dans ces villages. Et vous les avez vus sur les réseaux sociaux. Quand vous tapez Google, vous avez vu des impacts qu'il y a eu dans ces villages. Donc ça a bien été prouvé qu'il y a eu bombardement. Est-ce que dans ces villages, il n'y avait que des Larry? Pardon? Est-ce que dans ces villages bombardés, il n'y avait que des Larry? Oui, la majorité était Larry. La majorité, oui, mais est-ce qu'il n'y avait que des Larry? La majorité était Larry, voilà, c'est la loi de la majorité. Donc ça signifie qu'il y avait aussi d'autres ethnies. Ces gens-là ont été bombardés au même titre que les Larry. Il y a des villages, hein, il y a des villages où il n'y a que des Larry. Hein.
Il y a des villages, parce que... Par exemple, parmi les villages bombardés, lequel? Moi, je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose. Il n'y a que des laris. Nous avons vécu des guerres civiles. Oui. Et l'expérience qu'il y a eu dans ces guerres civiles, c'est que beaucoup de villages ont été... beaucoup des gens d'autres ethnies ont quitté ces villages-là, parce que la guerre civile, c'est que quand tu étais Nibolek ou Moshi, quand tu étais dans les villages, par exemple, du Poul, eh ben, ça s'est passé mal. Donc, qu'est-ce que des autres ethnies sont partis. Et aujourd'hui, au Congo, on se retrouve dans des villages quasi homogènes, où il n'y a que des laris. Comme dans des villages quasi homogènes, où il n'y a que des gens de la Boza, des Nibolek, par exemple. Je l'ai dit, hein, parce que c'est un concept du Souba, donc il ne faut pas le cacher. Donc, on se retrouve même dans des quartiers, dans des villages Mboshi, on voit que c'est quasi homogène Mboshi. Les Congolais aujourd'hui, en étant traumatisés par les guerres, les Congolais ne vivent plus comme avant en communauté. Mais ça, dans beaucoup de villages, dans beaucoup de villages du Poul, il y a des villages homogènes là. Alors, ce qui est surprenant, Kevin Diafouka, vous le savez très bien qu'aujourd'hui, parmi les gens qui contestent sur ces génocides en disant ben, les Laris constituent une population dans le Poul et qu'aujourd'hui, personne, à moins que vous ayez une population majoritaire. Une population majoritaire, comme vous le dites, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui disent que parmi les gens qui sont morts, même si aujourd'hui il y a une majorité, qu'il n'y ait pas, même si vous parlez d'homogénéité suite aux différentes guerres civiles, qu'il n'y ait pas d'autres ethnies, parce que dans le Poul, il n'y a pas que les Laris, il y a un peu... Non, mais moi je trouve que c'est un faux débat. D'accord. Mais bien orchestré par le gouvernement congolais, hein? Bah, bien orchestré, parce qu'ils sont champions du monde des faux débats. En réalité, quand on parle du génocide Lari, c'est une grande partie de la population du Poul. Donc c'est... Donc une grande partie, les Congos, les Barangala, est-ce que tout le monde rentre dans les Lari, les tout le monde rentre. Tout le monde dans ce que vous appelez tout le monde rentre. Le Lari. Alors il faut quand même dire une chose. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Oui. Moi je suis Barangala. Ma mère est Lari, mais moi je suis aussi du côté de mon père, je suis Barangala. Mais donc, quand je voyais mon père et ma mère parler... Oui. Ils parlaient pas Angala, ils parlaient Lari. D'accord. Donc quand vous allez dans des villages, dans certains endroits du Congo, la majorité parle Lari. Le Lari, c'est le... Enfin, mais parler Lari ne signifie pas être Lari, parce que vous connaissez très bien, il y a des gens qui ne sont pas Lari, mais qui fonctionnent très très bien à manier cette langue, mais ils ne le sont pas par rapport à leurs origines parentales. Évidemment, mais bon, le Lari, c'est la langue... Voilà, le Lari, c'est la langue. Il faut quand même dire que la Fondation Lari et... je dirais, l'Armaton avait organisé en Suisse une conférence de presse qui a été plus ou moins interdite au départ, que le gouvernement congolais a pu réagir et la conférence n'a pas eu lieu. Et finalement, il y a eu une deuxième il y a quelque temps. Et à cette deuxième conférence, vous devriez y être. Sauf que vous n'y avez pas été et on vous a vu sur les réseaux sociaux avec les bébés, la photo d'un bébé dans les mains. Je vous dis d'abord félicitations pour cet heureux événement. Merci. Et juste après, nous nous rendions aussi compte que finalement, la raison évoquée par vous en disant que je ne suis pas allé à Genève accompagner la Fondation Lari dans le cadre, je dirais, de cette affaire auprès de l'ONU. Je suis resté pour m'occuper de mon bébé prématuré. J'avais lu sur votre page qui était né. Sauf que certains nous ont fait comprendre, en fait, ce bébé n'a été qu'un alibi pour vous rendre du côté de l'hôtel Hilton, rencontrer ou vous faire partie de la délégation des hommes et des femmes qui devraient rencontrer Denis Sassou Nguesso, lui qui était à l'hôtel Bristol, pour organiser ce fameux dialogue. La question est simple, vous avez peut-être répondu à certains qui vous ont attaqué sur ce point. Avez-vous été au Hilton avec M. Pouélé, M. Makomé et tous les autres, afin de vous enrôler, si vous me permettez l'expression, vous et votre ami Édouard Nango, lui étant le 13e apôtre, pour aller voir Denis Sassou Nguesso, lui qui était au Bristol. Donc, je vais déjà dire qu'au moment où je prenais mon sac pour partir à Genève, j'étais dans le train, ma femme m'appelle, elle me dit que moi, ça ne va pas. Moi, je pense que je suis un père de famille responsable. La moindre des choses, c'est de retourner parce que ma femme ne connaît personne, c'est une Sud-Africaine. Et on habite dans un petit village. Donc,
Il n'y a que moi pour être là, pour la ramener. Donc je suis reparti, j'ai récupéré ma femme, je l'ai amenée à l'hôpital. Mon fils est né le 13 novembre. Et le 13 novembre, c'était le jour du départ pour Genève. Oui. Donc je me suis excusé envers mes compatriotes. Donc si je suis resté, c'est parce que j'ai mon fils qui est né le 13 novembre. Dans la nuit du 13 novembre. Donc voilà. Maintenant, déjà je vais dire publiquement que je n'ai jamais été au Bristol. On ne parle pas du Bristol, nous parlons du Hilton. Hilton, je n'étais pas avec le groupe des Makomé. Je n'étais pas avec le groupe des Loni Makanda. C'est le même groupe, hein, c'est le même groupe. Ouais, faut que tout soit clair. Oui, oui, allez-y, c'est cette clarté que nous cherchons. Paul-Marie Paulet, qui est un ami, donc on a partagé beaucoup de choses ensemble. Je m'apprêtais à partir au travail. Je travaille à Gennevilliers. Il m'appelle. Nous sommes quel jour à ce moment-là? C'était le 12, je pense, le 12 ou le 11, quelque chose comme ça. Il m'appelle, il me dit, Diaf, est-ce qu'on peut se retrouver dans un bar vers Saint-Lazare? Mais le bar était juste en face d'Hilton. Et je l'ai vu, je suis parti au bar, j'ai commandé à manger, donc j'ai mangé à côté. Et lui, il était avec son groupe, ils sont partis discuter là-bas. Quand il a fini, il est venu avec moi me parler. Donc vous étiez tous dans le même bar? Le 11, je les ai vus de l'autre côté, mais moi j'étais en train de manger. Donc le 13, vous nous dites aujourd'hui que le 13, vous n'étiez pas au Hilton, vous ni n'avez pas Hilton, rencontré, je n'étais je dirais... ni au Hilton le 13, ni au Bristol. Voilà. Et je pèse mes mots, je l'ai dit à mon âme et conscience. Et vous n'avez jamais demandé à figurer dans la liste des hommes ou des femmes qui devraient aller voir Denis Sassou Nguesso? Non, je n'ai jamais demandé. Vous n'avez jamais demandé à ce qu'on puisse inscrire le nom de Varnango comme étant la 13e personne, puisque la liste était limitée à 12, afin d'aller voir Denis Sassou Nguesso? Je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant. S'il y a quelqu'un qui l'a dit, il doit me montrer des preuves. Enfin, mais je n'ai jamais demandé à ce que le nom de Varnango soit figuré. Ni le vôtre, non. Pour figurer d'aller voir Denis Sassou Nguesso. Parce que Paul-Marie Pouelé n'a jamais mis la pression sur Makomé afin que votre nom figure dans cette liste pour aller voir Denis Sassou Nguesso. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est Paul. Enfin, sur votre ami, il ne peut pas prendre une action. C'était pas une surprise pour vous. Ça, c'est Paul-Marie Paulet. Oui. Bah, il ne peut pas prendre. Il peut prendre des actes. Il peut prendre une initiative. Il peut prendre des initiatives isolées. Moi, je ne suis pas au courant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas au courant que Paul-Marie Pouelé avait inscrit votre nom parmi les hommes et les femmes qui devraient aller rencontrer Denis Sassou Nguesso au Bristol. Moi, je sais que Paul m'avait appelé. Oui. Il m'a demandé, est-ce que tu peux être parmi... Est-ce que toi ou deux autres personnes? Moi, il me l'a dit, mais... Oui. Moi, Et quand est-ce que vous lui donnez votre accord en disant... Je lui dis, un dialogue au pays, c'est une bonne chose. Oui. Mais je suis sceptique. D'accord, mais... Tout ce que j'ai dit à Paul-Marie, c'est que je suis sceptique. Mais en dehors de ce scepticisme, on comprend très bien que vous soyez sceptique, mais il faut quand même qu'on puisse rétablir les choses. J'allais dire Varnango, Diaf Loqueta, vous le savez très bien que c'est que cette affaire a quand même aussi touché à votre image, puisque aujourd'hui il y a des témoignages concordants qui disent la chose suivante, Monsieur, que vous étiez dans la liste, et c'est Paul-Marie Pouelé, lui aussi, qui menait en parallèle, je dirais, cette opération, qui vous a inscrit afin que vous alliez voir Denis Sassou Nguesso pour le dialogue. Je sais aussi que vous n'êtes pas un homme fermé par rapport au dialogue. Allez-y. Premièrement, je ne suis pas un homme fermé pour un dialogue. Moi, je sais que pour décrisper le climat politique au Congo, il faudra passer par un dialogue. Il faut passer par un dialogue sincère. Oui. Ça, c'est sincère. Maintenant, j'ai discuté avec Paul-Marie, je lui ai dit sincèrement, le dialogue avec... Est-ce que vous lui avez dit que vous ne vouliez pas aller voir Denis Sassou Nguesso, ou vous ne le vouliez pas par rapport au... Non, moi je n'ai pas dit que je ne voulais pas voir Sassou. Donc vous voulez quand même aller le voir, vous voulez faire partie non, je n'ai pas dit que moi aujourd'hui, si je voulais voir Sassou, si je l'avais vu, je l'aurais dit que je n'ai pas besoin d'écrire. Non, mais d'abord la liste, restons sur la liste. Vous n'étiez pas au Bristol, ça j'en conviens que vous n'y avez jamais été, puisque les témoignages que nous avions, même des gens de la prison, disent que vous n'avez jamais été. Mais sauf que, est-ce que vous avez donné votre accord à Paul-Marie Pouelé de vous inscrire parmi les 12 personnes qui devraient aller rencontrer Denis Sassou Nguesso en vue d'un dialogue? Je te dis sincèrement, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une liste.
Donc si j'étais pas au courant, je ne peux pas donner mon accord. D'accord, donc Voilà. Paul-Marie Donc, ceux qui Pelé, nous en ont fait, dit qu'il y a une liste. Après, vous ne pouvez pas aller voir Denis Sassou Nguesso juste en disant qu'il n'y a personne. Il faut bien qu'on donne des noms afin que le protocole puisse savoir qui vient exactement. Et puis je ne savais pas aussi Oui. que M. Denis Sassou Nguesso devait recevoir des Congolais. Donc je ne Vous savais pas qu'il y avait... Vous avez votre ami Paul-Marie Pelé qui arrive du Congo avec un projet et vous n'êtes pas au courant que dans ce projet-là, j'étais pas au courant du projet. Enfin, mais quand tu vous rencontres, quand même, il vous met au parfum. Il vous met au parfum en vous disant, mais voilà, je suis à Paris et en plus c'était son premier voyage. On s'est vu, on a discuté, mais il ne m'a pas parlé d'un projet de dialogue. J'étais surpris, le projet de dialogue, c'est Makome qu'on a parlé. D'accord, mais je n'ai pas entendu dans que veut dire, il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Vous me dites qu'il vous appelle pour vous dire vous êtes sceptique d'un dialogue, c'est que vous avez des informations comme quoi il va avoir un dialogue et que Denis Sassou Nguesso veut rencontrer la diaspora. À ce moment-là, vous manifestez votre volonté en tant qu'homme ouvert de pouvoir rencontrer... Si j'avais manifesté la volonté, je l'aurais écrit sur mon mur, ma page Facebook, que je vais aller au dialogue. Enfin, moi, je suis comme ça. Vous êtes parti à Brazzaville avec... Alors, moi, vous l'avez pas annoncé sur votre page Facebook. Si, je l'avais annoncé. Je l'avais annoncé. Je suis du genre, quand quelque chose est en gestation, je ne suis pas du genre à venir et dire, voilà, ça se passe comme ça, comme ça. Il m'a parlé, donc c'était sa bouche. Oui. Je n'avais que sa bouche comme parole. Voilà, donc vous le croyez. Il m'a parlé, il m'a dit, Diaf, il risquerait d'avoir un dialogue. Moi, je lui dis, je suis sceptique. Et je ne crois pas qu'il y aura un dialogue sincère. Parce que si vous voulez engager un dialogue, vous devriez engager votre diplomatie. Le Congo est une république. Il ne faut pas blaguer avec une république. Enfin, je l'ai dit à Paul. Est-ce une dictature ou une république finalement, le Congo? Sur le papier, c'est une dictature républicaine, si vous voulez. Alors, non, sur le papier, c'est une république. Oui. Sur le papier, moi je parle sur le papier. D'accord, prenons le papier, restons sur le papier. C'est une république. République du Congo, ça existe ou pas? On ne dit pas dictature du Congo. Hein? Donc, sur le papier, c'est une république. Quand une république, on engage une république dans un dialogue avec sa diaspora, surtout qu'il y a beaucoup de tensions actuellement, moi je pense que la moindre des choses, c'est que la République devrait engager ses institutions, sa diplomatie, et il y a bien un ministère des Congolais de l'étranger. Si tous ces trucs étaient engagés, j'aurais pu croire au sérieux. Mais on le donne à Makome, à l'ambassadeur Makome. Et l'ambassadeur Makome, vous savez qu'il était mouillé dans une affaire de coup d'État. Donc j'ai posé la question à Paul si ce n'était pas un piège. Parce que vous confiez ça à une personne qui est sous le coup d'une poursuite par vos juridictions. Vous confiez le dialogue à une personne qui est sous le coup de poursuite, qui est sous le coup, voilà, qui est dans le coup d'un coup d'État. Donc, trouvez-vous pas que c'est une façon d'humilier les pauvres Makome? Et moi, si je rentre dedans, mais je vais aussi être humilié. J'ai déjà été humilié par eux. Donc je ne veux pas être humilié une seconde fois. Donc voilà mon scepticisme. Mais s'il y avait vraiment un dialogue sincère, parce que je vous dis, hein, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui sont allés il y a très longtemps au Congo. Moi, ça fait peut-être 8 mois ou 9 mois que j'étais au Congo. Mais je vais vous dire une chose. Notre pays est un véritable désert social, économique et politique. Il y a beaucoup de choses à faire. Les Congolais souffrent. Et on ne peut pas créer des barrières entre nous. D'où il faut dialoguer. Il faut dialoguer. D'accord. Mais alors, si on dialogue pas, comment est-ce qu'on va sortir de cette crise? Vous étiez d'abord au dialogue à Ouesso. Aujourd'hui, à Paris, il y a une initiative du dialogue. C'est quand même bizarre, vous qui aimez dialoguer, et qu'il y ait une initiative à Paris, que vous ne soyez pas au courant, que vous ne vouliez rencontrer personne, alors que les témoignages disent que vous avez manifesté votre volonté d'aller voir Denis Sassou Nguesso. Si vous avez eu cette occasion d'aller le voir, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Est-ce que vous serez déjà allé, déjà, tel que c'était fait, que Paul-Marie Pelé, tel que vous avez... Ça aurait été bien organisé, mais je leur ai dit que je vais le voir. Moi, je ne me crée pas de barrière. S'il faut voir M. Sassou aujourd'hui, je vais le voir, je vais discuter avec lui pour lui dire, écoute, qu'est-ce que nous devons faire pour sauver le pays? Vous êtes là. C'est lui qui a les clés de la maison Congo. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui a les clés de la maison Congo. Je ne refuserai jamais un dialogue, même avec le diable, pour sauver le Congo. Et je le répète aujourd'hui. Mais un dialogue sincère. Et on ne dialogue pas dans un climat de méfiance.
dans un climat de défiance et dans un climat de suspicion. Le fait d'avoir donné ce dialogue à Makomé, ça a déjà créé un climat de suspicion. Donc les règles voudraient que ça soit, la traçabilité soit limpide. Voilà. Est-ce que vous auriez souhaité que cette démarche Makomé ait abouti? Moi, je vous dis sincèrement, je connais les gens de Brazzaville. D'accord. Ça m'aurait étonné que ça aboutisse, vu que Makomé ne représente que lui-même, il représente rien dans nos institutions actuellement. Makomé, la démarche avec Makomé va aboutir en tant que... Makomé, il est qui, lui, au Congo? Est-il un ambassadeur de Pascal Lissouba? Non. Ah non, c'est l'ambassadeur. Est-ce que c'est Makomé l'ambassadeur du Congo en France? Non. Qu'est-ce que vous mettez dans les préalables pour ce dialogue? À peu près 3 points, en termes de préalables. Le préalable pour ce dialogue, déjà si c'est un dialogue avec la diaspora, il va falloir qu'on pose nos problèmes. Enfin, je ne parle pas de la diaspora, dans le cas d'un dialogue entre Congolais afin qu'on sorte de cette situation de crise. Les préalables dans ces dialogues. Déjà, si moi je suis contacté comme une personne de la diaspora... Je ne vous parle pas de vous. Aujourd'hui, quand même, ce dialogue, vous le souhaitez. Vous avez dit que vous êtes un homme ouvert au dialogue. Mais quels sont les préalables pour vous? Le préalable... En dehors de la sincérité ou de la suspicion des uns des autres, vous, aujourd'hui, le préalable au dialogue, il faut sauver le Congo. Donc moi je sais que pour sauver le Congo a un problème d'hommes. Oui. Et pour changer le problème du Congo, il faut que ce soit des hommes. Vous comprenez très bien que vous ne pouvez pas commencer... Le premier préalable, je vous parle. Oui, allez-y. Le premier préalable que je serais posé, c'est qu'après le dialogue, qu'il y ait une alternance politique. Mais ça fait partie des résolutions du dialogue, c'est pas un préalable. Ça fait partie des résolutions du dialogue. Évidemment. Oui. Le préalable avant de dialoguer. Bien sûr, mais c'est ce qu'on veut aujourd'hui. C'est qui est quand même bizarre. Le préalable avant de dialoguer, la première des choses, un préalable avant de dialoguer, il faut que la traçabilité du dialogue soit républicaine. Il faut que ce soit une démarche où on sent que c'est la République qui veut dialoguer avec ses enfants. Il ne faut pas que ce soit des démarches isolées comme c'est le cas actuellement. Donc, le premier préalable, c'est que nous devons avoir des interlocuteurs légaux. Nous devons être dans un cadre légal et avec des passerelles. Très bien. Le deuxième? Le deuxième préalable, ça serait déjà l'endroit où il faut dialoguer. D'accord. Donc un pays neutre, en Europe, en Afrique, en Asie, même au Congo, moi j'ai pas peur. Moi, si demain on fait le dialogue de Kakamweka... Moi je ne vois pas pourquoi on va traiter le problème du Congo chez les autres. Donc moi, le préalable c'est que ça se passe au Congo. Moi je veux que ça se passe à Brazzaville. Très bien. Quand on doit dialoguer entre nous, il faut que ça se passe au Brazzaville. Et l'un des préalables que je devrais poser, parce que j'étais au dialogue de Ouesso, et dans le dialogue de Ouesso, on nous a planqué un règlement intérieur pour dire qu'on ne pouvait discuter de rien d'autre que ce qui était marqué sur les règlements, et tout venait de Mpila, de Mpila ou d'Oyo. Donc on nous dit, vous êtes dans un dialogue, mais c'est nous qui vous imposons les sujets du dialogue. Vous ne pouvez pas faire entrer des sujets. À part de là, ces gens des règlements intérieurs, j'en veux pas pour un véritable dialogue. Est-ce que finalement, les Congolais, vous les politiques, vous êtes prêts pour une... Parce que ça, je vous sens quand même assez hésitant. J'ai reçu ici le lieu de Bakande qui était assis à votre place. Il n'a pas été aussi capable de me donner les préalables. Aujourd'hui, on veut dialoguer, vous êtes ouvert pour un dialogue, sauf que on ne voit pas exactement de quoi vous vouliez-vous parler. Vous voulez un dialogue sincère, on ne voit pas exactement quelles sont les préalables. Vous posez sur la table. Aujourd'hui, nous avons un pays complètement à l'agonie. Mais tout le monde est bien au courant. C'est pas une information, ça. Nous avons un pays complètement à l'agonie. Mais tout le monde est bien au courant. Mais dans les préalables, on peut aussi dire que nous allons dialoguer, mais à une condition, il va falloir qu'on mette tout sur la table. Problème économique. Mais ça, après, c'est l'ordre du jour. C'est l'ordre du jour. Ouais, mais ça, c'est l'ordre du jour. Mais en termes d'acceptation, on a bien compris. Au Congo, l'ordre du jour est imposé. Moi, j'étais dans des dialogues avec ces gens-là à Ouesso. L'ordre du jour nous était imposé. Donc il va falloir qu'il y ait une commission qui travaille justement pour les préalables. Voilà, une commission qui travaille pour les préalables, Kevin Diafoka. On va arriver à la fin de cet entretien. Voilà. Parlez-nous déjà aujourd'hui de votre conception de la diaspora. Parce que vous êtes membre de la diaspora, vous avez été très présent, vous êtes aujourd'hui omniprésent dans l'actualité. Chaque fois qu'il y a un combat, on vous voit, vous prenez position, on vous attaque, vous êtes toujours là. Est-ce que vous dites aujourd'hui que cette diaspora arrivera à sauver le Congo par rapport à la crise actuelle? Ou bien vous vous dites, cette diaspora, finalement, comme certains le pensent désormais en disant c'est la plus bête du monde, on n'arrivera à rien quand on a des gens qui sont là juste pour passer l'injure et l'invective?
Déjà, je vais vous dire une chose. Le Congo est dans une crise. Vous savez que nous avons connu des guerres civiles. Et l'élite, c'est ceux qui ont les moyens de partir. Et le Congo, aujourd'hui, s'est retrouvé sans son élite. Donc, nous avons un pays où on n'a qu'une seule université, qui est l'université Mariangouabi, qui n'a pas formé, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils sont en année blanche, qui n'a pas formé, qui ne forme pas, ça forme des généralistes, mais ça ne forme pas des véritables cas, des véritables techniciens. Nous avons des problèmes d'électricité, nous n'avons pas d'école d'électriciens, par exemple. Nous avons des problèmes d'eau, nous n'avons pas d'école de plombier. Nous n'avons pas non plus l'école de la seule richesse que nous avons. Donc, ça veut dire que cette diaspora, c'est une diaspora formée. Quand on peut raconter n'importe quoi, moi je pense que beaucoup de nos compatriotes qui sont ici à Paris, la majorité travaillent. Il y a des électriciens, il y a des plombiers, mais ces gens-là, ils peuvent beaucoup apporter au pays. La preuve, dans nos hôpitaux, on n'a pratiquement plus de médecins. Mais nous avons beaucoup de Congolais qui sont des médecins ici. Aujourd'hui, le Congo a un problème de talent, le Congo a un problème de compétences. Et c'est là s'avère que ça se trouve dans la diaspora. Et il y a aussi un autre problème. Dans l'article numéro 1 de notre constitution, on dit que le Congolais naissent égaux. Nous sommes rentrés dans un village planétaire. Le village planétaire, ça veut dire aujourd'hui, quand tu me dis bonjour, ben j'ai ton bonjour à la minute, même si je me trouve à Kakamweka. Donc cela revient à dire que le Congo ayant un problème de talent, je peux demander à une personne de la diaspora d'envoyer son CV, je lis le CV à la minute, et je peux dire à cette personne, viens travailler au pays. Voilà. Donc la première des choses, déjà le droit de vote. Deuxième des choses, il faut que cette diaspora soit dans un cadre légal, avec des interlocuteurs légaux, pas ce qui s'est passé avec le Moigny là, ou ce qui se passe même avec le vieux Makome. Ce n'est pas un interlocuteur légal, vu qu'il ne représente rien dans les institutions du Congo. Des passerelles légales. La troisième des choses, vous avez vu dans la constitution des Sassou. Dans cette constitution, il a même créé des conseils des sages, des conseils des jeunes, des conseils des femmes. Mais il n'y avait pas la diaspora. Pourquoi ne pas faire un conseil représentatif de la diaspora? Nous avons nos problèmes. La quatrième des choses, la diaspora congolaise peut rentrer dans les champs parlementaires pour avoir ses députés. Et la cinquième des choses, nous avons des ambassades. On ne va pas se comparer à l'ambassade des États-Unis en France. L'ambassade du Congo, l'ambassade du Congo, par exemple, se comporte comme l'ambassade des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui a peut-être 300-400 universités, qui a son peuple qui est formé. Mais pourquoi ne pas avoir des pôles de compétences dans nos ambassades qui permet de recruter des compétences congolaises pour travailler au Congo et les aider à s'insérer au Congo? Parce qu'une personne qui a vécu 20 ans en France, moi-même j'ai vécu en France, quand je suis parti au Congo, j'étais un peu en déphasage. J'avais l'impression de vivre dans les temps-lumière. Il faut créer des conditions pour que cette... Comme l'a fait le Rwanda. Voilà, comme l'a fait le Rwanda. Donc si je constate bien, pour résumer et terminer cet entretien, vous avez un projet plus pour la diaspora en fait que pour le Congo, parce que vous avez énuméré des points qui sont assez bien structurés par rapport, je dirais... à un projet pour le Congo, il faut sauver le Congo. Nous avons un climat politique crispé. Tout est bloqué. Mais quand le climat est crispé, les idées ne peuvent pas jaillir. Mais pour faire jaillir les idées, il faut commencer à se parler. Il faut commencer à débattre. Il faut que M. Denis Sassou Nguesso se rende compte qu'il ne peut pas diriger avec les mêmes personnes pendant 40 ans. Il doit se rendre compte qu'il a une classe politique vieillissante. Vous connaissez la vieillesse à un certain âge, à 70 ans, 80 ans, le cerveau est atrophié. Donc on ne peut pas réfléchir de la même manière. Regardez par exemple le Premier ministre congolais, Clément Mwamba. Il a étudié l'économie archaïque. Mais nous sommes rentrés dans l'économie du marché, dans l'économie numérique. Mais il y a des jeunes qui ont étudié cela, des jeunes Congolais qui sont aptes aujourd'hui à travailler pour le pays parce qu'ils sont en phase avec leur temps.
Donc il va falloir, la diaspora, c'est des gens qui sont formés, il va falloir que l'État congolais puisse renouveler son effectif politique. On ne peut pas faire la politique avec les mêmes personnes qui ont échoué. Je suis désolé. Donc il y a des nouvelles têtes, il y a des jeunes qui montent. Il va falloir leur ouvrir. Il faut créer une ouverture au Congo. Voilà, vous avez commencé par une ouverture, on va conclure aussi par une ouverture. Kevin Diafouka, merci d'avoir pris le temps. C'est avec vous, nous avons pu parler et débattre. J'espère que les gens qui vous ont découvert aujourd'hui ont peut-être une autre idée d'un homme que vous êtes, Kevin Diafouka. Un dernier mot pour terminer. Le dernier mot aujourd'hui, c'est que nous devons briser les barrières. Nous devons nous rendre compte de la déliquescence de notre pays et nous devons avoir une prise de responsabilité républicaine et patriotique. Et cela voudra dire que nous devons mettre nos égos à côté parce qu'aujourd'hui notre pays est dans le fond, au fin fond même du trou. Il va falloir qu'on se tienne des mains sincères pour remonter à la surface. Si on continue à nous battre, je peux vous dire que l'avenir du Congo est de plus en plus chaotique. Le Congo est le seul pays du monde qui ne paye pas ses retraités malgré qu'ils ont eu à cotiser toute leur vie. Le Congo est le seul pays du monde où ça fait 3 ans son université ne fonctionne pas. Le Congo est le seul pays du monde où les hôpitaux sont pratiquement fermés, où il n'y a pratiquement pas de médecins. Le Congo est l'un des rares pays du monde où il nous manque encore de l'eau et de l'électricité. Est-ce que souvent... C'est l'un des rares pays oui. qui produit le pétrole, mais qui n'a pas le carburant à la pompe. Est-ce que ce réquisitoire, vous en faites souvent mention à Thierry Mongala ou à Denis Christel Sassou Nguesso? Déjà, Denis Christel Sassou Nguesso, je l'ai rencontré qu'une fois. Je pense qu'on n'a pas de relation. C'est pas quelqu'un qui discute. Hein. C'est quelqu'un qui se prend pour Dieu. Il est en haut, perché, et puis voilà. Avec Thierry Mongala, le ministre, on a le temps de discuter de temps en temps, mais ça va faire quand même un bon moment qu'on n'a pas discuté. Est-ce que vous lui donnez aussi ce réquisitoire en disant voilà ce qu'est le Congo aujourd'hui? Donc il en est bien conscient. Évidemment, évidemment. Mais moi je pense que les ministres du Congo, certains ministres n'ont pas la manette. Donc il faut les dédouaner, quoi. En fait, il faut les excuser par rapport à ce chaos. Il ne faut pas les excuser. Ah ben, s'ils n'ont pas les manettes, c'est qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc il faut les comprendre. Non, ils sont là depuis longtemps. Hein. Oui, l'usure est dangereux en politique. Hein. C'est vrai. L'usure est dangereux en politique. Ils sont là depuis longtemps. Il est temps qu'ils laissent la place à d'autres compétences. On les a assez vus et puis les résultats sont là. Voilà. C'est chaotique du pays. Vous avez bien compris. Et laisser la place à d'autres personnes déterminées. Parce que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous avez vu, le dialogue est rompu avec la diaspora. Mais si le dialogue est rompu, c'est parce qu'au sein même du pouvoir de Brazzaville, il n'y a pas des hommes politiques courageux qui peuvent discuter avec les Congolais et l'étranger. Nous ne sommes pas des ennemis pour eux. C'est vrai que nous avons nos revendications. Mais il nous faut voir ces hommes politiques-là qui viennent discuter avec nous. Pas des gens qui se mettent des barrières. Les barrières, eux aussi, ils les mettent. Ils se mettent des barrières, ils se disent, voilà... on reste comme ça et oui. Le résultat est là. Il faut des hommes politiques courageux qui viendront voir tous les Congolais, qui devront parler à tous les Congolais. Et moi, je pense qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Voilà. Et nous l'avons fait, donner la parole à monsieur Kevin Diafouka. Merci à vous, merci à notre invité. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'était un entretien du jour avec mon invité, monsieur Kevin Diafouka, alias Diaf le Kweta. Merci à Alexis Passy qui était là à la réalisation. Merci à Hermione Désiré Goma aussi. Merci à vous aussi. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre ces programmes de Ziana TV. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir. Merci d'avoir suivi le formidable Sir Makosso. Waouh!